Chaque année, des immeubles s'effondrent un peu partout en Afrique, causant d'énormes pertes aussi bien matérielles qu'en vies humaines. Dans cette vidéo, nous analyserons les causes profondes de ce phénomène qui devient de plus en plus récurrent en se basant sur un cas précis qui fait l'actualité aujourd'hui et qui se serait produit au Congo. Donc, nous allons surtout et de façon plus générale vous permettre de comprendre comment éviter de se retrouver dans cette situation. Salut à tous, je suis Erion Dogmo, passionné par la qualité et la sécurité dans les ouvrages de génie civil. Et sur cette chaîne, je partage avec toi ma modeste expérience acquise au cours des 8 dernières années dans le domaine de l'ingénierie civile, ceci dans le but d'améliorer la qualité de nos ouvrages en Afrique. Si c'est une thématique qui t'intéresse, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et surtout partage dans ton entourage. Donc commençons tout d'abord par écouter ce petit extrait de la vidéo. Voilà. Écoutons. Ingénieur, voilà le travail qu'a fait votre confrère, un ingénieur. Voilà. Il y a 6 niveaux et où tu peux s'écrouler. Donc, ce qu'on peut constater tout simplement ici, c'est que les poteaux qui sont sur la face avant du bâtiment ont cédé. Qu'est-ce qu'on constate? On voit qu'il y en a une file de poteaux ici, une autre là, ainsi de suite. On peut bien distinguer les différentes files de poteaux. On en a une là et une dernière là. Donc, les poteaux qui sont sur cet axe-ci paraissent être parmi les plus chargés parce que chaque poteau porte de façon générale la moitié de la distance qu'il y a entre lui et le poteau qui le suit. Donc, les poteaux qui sont sur cet axe vont prendre la moitié de tout ce qu'on voit ici. Et les poteaux qui sont ici là à l'avant vont prendre non seulement cette moitié, mais toute la partie en porte-à-faux. Donc, c'est pour ça que je dis que ces poteaux font partie des plus chargés et surtout ceux qui sont situés à la base. Donc, et lorsqu'on observe le mode de rupture, on constate effectivement que c'est les poteaux qui sont à l'avant qui cèdent en premier. Et tout ceci peut s'expliquer tout simplement par le fait que ça fait partie des poteaux les plus chargés. S'ils sont donc sous-dimensionnés, ils vont céder. Ou bien si c'est les fondations qui sont en dessous qui sont sous-dimensionnées, la fondation va céder et les poteaux vont suivre par la suite. Donc, lorsqu'on parle de sous-dimensionnement, on pourrait se dire que mais, la faute à l'ingénieur, si c'est lui qui a calculé, c'est certainement de sa faute. Eh bien, ce n'est pas toujours vrai. Tout simplement pourquoi? Parce que l'ingénieur a fait de la responsabilité de calculer le bâtiment, mais il y a une part de responsabilité qui pourrait expliquer un pareil phénomène et qui revient au maître d'ouvrage. Et ce qu'on va voir par la suite. Alors, pour comprendre pourquoi 100% de la faute ne revient pas à l'ingénieur qui a calculé le bâtiment, il faut comprendre un peu quel est le processus qui permet de garantir la qualité d'un ouvrage. Donc, il faut savoir que le maître d'ouvrage a de l'argent, il veut construire un bâtiment. Mais comme il n'a pas de la compétence qu'il faut, il fait appel à ce qu'on appelle un maître d'œuvre, qui peut être composé d'un cabinet d'architecture et d'un bureau d'études, ou bien un qui fait les deux. Donc, le rôle du maître d'œuvre, ce sera de produire les plans qui correspondent exactement à ce que le maître d'ouvrage veut, dans la limite du possible, et de faire un quantitatif pour savoir, pour permettre un peu d'avoir une idée du projet. Ça, c'est la première étape. Le projet, on a des plans et on a un quantitatif. Maintenant, une fois que c'est fait, le maître d'ouvrage cherche une entreprise. Donc, cette entreprise qui, en général, sur les projets importants, et l'importance, ça dépend de comment le maître d'ouvrage voit son projet. Pour moi, un projet pareil, c'est déjà un projet important parce que là, on est pratiquement autour d'un demi-milliard de francs CFA. Donc, en fonction de l'importance que le maître d'ouvrage accorde à son projet, il est préférable qu'il prenne une autre entreprise qui va faire des études d'exécution. Donc, on aura un plan par ici et un plan d'exécution par là. Donc, chaque plan, avant d'être acheminé sur le chantier pour être mis en œuvre, doit faire l'objet d'échanges entre le maître d'œuvre et l'entreprise qui exécute, jusqu'à atteindre le statut bon pour exécution. Donc, c'est cette première pratique-là qui permet de réduire significativement les risques d'erreur, parce qu'on a déjà 2 regards sur chaque plan. Donc, il y a certains maîtres d'ouvrage qui vont s'arrêter là et c'est déjà très bien pour réduire les risques d'erreur. Mais il y en a qui peuvent aller encore plus loin, étant conscients que
sur un chantier, malgré le fait qu'on ait des plans bons pour exécution et qu'on s'assure qu'ils soient réalisés conformément au plan, il peut arriver par exemple que on a un poteau qui a été dimensionné et on a obtenu un ferraillage, par exemple de 8 fers de 12. Ce ferrage est obtenu sur la base de certaines hypothèses sur la résistance du béton. Maintenant, imaginez que de façon ponctuelle, pendant le coulage, il y a une pluie, le béton a été complètement lessivé et qu'on n'atteint pas les 25 mégapascales. Comment est-ce qu'on fait la vérification? Donc, c'est là qu'intervient certains maîtres d'ouvrage qui décident de prendre une autre entreprise supplémentaire, c'est-à-dire un laboratoire, qui au fil du chantier va faire des descentes sur le terrain, faire des prélèvements, faire des tests d'écrasement, faire des tests même de traction sur l'acier pour vérifier que toutes les hypothèses qui ont été prises afin d'obtenir les plans BPE sont remplies. Maintenant, ça dépend de chaque maître d'ouvrage. Vous avez déjà investi 20 millions pour pouvoir faire vos études. Vous avez 500 millions pour faire vos travaux. Certains vont se dire que 10 millions, c'est encore trop. Il a déjà assez de sécurité. Mais d'autres vont se dire, ah, si ça peut m'éviter de me retrouver dans cette situation, autant mieux que je prenne un troisième acteur qui va me permettre de réduire encore les risques d'erreur. Donc, vous comprendrez donc pourquoi confier vos travaux à l'ingénieur qui a 20 ans d'expérience, c'est très bien, mais parfois ça ne suffit pas. Parce que j'ai vu des entreprises, des grosses multinationales qui ont plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le domaine, qui parviennent quand même à faire des erreurs sur un projet. Donc, c'est cette procédure que je viens de vous décrire qui permet de faire intervenir plusieurs acteurs, qui permet de limiter considérablement le nombre d'erreurs. Donc, si ce type de contenu vous intéresse, merci de vous abonner et de partager pour sensibiliser ensemble pour la construction d'une Afrique meilleure. Ciao.